Professeur Olivier Sanchez de retourner au pupitre pour nous parler des traitements interventionnels. On va rester dans l'embolie pulmonaire pour parler maintenant d'un groupe de patients heureusement beaucoup plus rare qui peut justifier de prise en charge interventionnelle. Donc là aussi j'ai des liens d'intérêt, certains avec des laboratoires qui commercialisent des anticoagulants, d'autres qui commercialisent des cathéters. Alors la première question, c'est pour qui on va se poser la question d'une prise en charge interventionnelle de l'embolie pulmonaire. Vous savez que l'embolie pulmonaire, elle peut se compliquer d'état de choc et ça définit des embolies pulmonaires à haut risque de mortalité. Ce groupe est un peu hétérogène puisqu'il comprend des malades qui font un arrêt cardiaque ou des malades qui ont, entre guillemets, simplement une hypertension systémique persistante. Néanmoins, ces malades-là ont un point commun, ils sont graves et ils sont rares. Ils sont rares et vous voyez que dans les études de registre, ça correspond à 3 à 4%, jusqu'à 8% dans une étude. Donc c'est vraiment un petit sous-groupe de patients. Ce qui est constant également, c'est la mortalité. Et cette mortalité, elle est de 30 à 40% quand on a une hypotension artérielle ou un état de choc, jusqu'à 70% lorsqu'il y a un arrêt cardiaque. Et ce qui est important, c'est que cette mortalité ne bouge pas dans le temps, voire même, dans des données nord-américaines, il a été suggéré, il a été montré qu'il y avait même une augmentation de la mortalité chez les malades avec une embolie grave. Alors pourquoi on décède d'embolie pulmonaire? Comme on l'a vu tout à l'heure, la circulation pulmonaire est une circulation à basse pression, faible résistance. Vous mettez des caillots qui empêchent l'éjection du sang dans la circulation pulmonaire. Le débit cardiaque va être maintenu par des mécanismes de compensation physiologique qui associent une dilatation du ventricule droit, ce qui va avoir pour rôle de mettre sous tension les fibres du myocarde, du VD, et qui va améliorer la contractilité. Et puis associé à la tachycardie, ça va maintenir le débit cardiaque. Ces phénomènes, ces mécanismes compensateurs vont être dépassés rapidement parce que le cœur il est dans un péricarde qui est inextensible et lorsque le ventricule droit se dilate, il le fait aux dépens du ventricule gauche et ça va avoir des conséquences sur la fonction du ventricule gauche qui va moins bien se remplir, donc moins bien injecter, donc diminuer sa fraction d'éjection et le débit cardiaque et la pression artérielle, ce qui va entraîner une dysfonction cardiaque droite qui va précipiter le malade dans un circuit, dans un cercle vicieux qui va aboutir à la survenue d'un état de choc. Et cet état de choc survient tardivement dans l'évolution et c'est la raison pour laquelle il est associé à une forte mortalité. Donc la prise en charge thérapeutique, elle va avoir pour but de stabiliser l'hémodynamique et puis aussi de déboucher la circulation. Donc on donne évidemment des anticoagulants et on va se poser la question de déboucher la circulation pulmonaire. Alors pour déboucher la circulation pulmonaire, les médicaments de thrombolyse qu'on administre par voie intraveineuse sont plus rapidement efficaces que l'héparine. Vous voyez dans ces études où on faisait des cathétérismes cardiaques droits aux malades qui avaient une embolie pulmonaire, quand on leur donne des thrombolytiques, les résistances pulmonaires diminuent très rapidement dans les heures qui suivent l'administration de ces médicaments, alors que sous héparine, ça bouge quasiment pas et il va falloir attendre l'effet de la fibrinolyse physiologique. Alors ça débouche mieux, ça débouche plus vite, mais ça ne débouche pas mieux la fibrinolyse. Vous voyez dans cette étude ancienne qui comparait l'héparine dans un essai randomisé à l'urokinase, à 24 heures, ça débouche plus vite l'urokinase, mais à 7 jours, vous voyez que la désobstruction est identique, qu'on ait reçu la fibrinolyse médicamenteuse ou qu'on ait reçu que des anticoagulants. Donc la fibrinolyse physiologique est aussi très efficace, mais plus lente à se mettre en marche. Quelle est l'évidence sur les essais sur l'utilisation de la fibrinolyse dans l'embolie pulmonaire? On a des essais randomisés qui ont comparé fibrinolyse et traitement anticoagulant seul. Seulement 4 ont inclus des malades qui avaient une embolie grave. Quand on fait la méta-analyse de ces essais, vous voyez que quand on se focalise sur les études qui ont inclus des malades avec une embolie grave, on a un bénéfice, mais qui n'est pas statistiquement significatif en raison d'un manque de puissance sur la mortalité, sur la mortalité liée à l'embolie pulmonaire ou sur l'escalade thérapeutique. Quand on se focalise sur les embolies à risque intermédiaire élevé, il y a à peu près les mêmes résultats avec une tendance non significative à une réduction de la mortalité. Donc le bénéfice hémodynamique, il se traduit en termes cliniques
mais avec des difficultés pour démontrer une supériorité en raison d'un manque de puissance statistique. La thrombolyse médicamenteuse, ça fait plus saigner. En gros, dans cette méta-analyse, 10% de malades qui recevaient la thrombolyse présentaient une hémorragie grave, 2% présentaient une hémorragie intracrânienne. Ça semble être lié au type de thrombolytique qu'on utilise. C'est surtout lié à la ténectéplase. Ça tombe bien, il n'est pas approuvé dans l'embolie pulmonaire. Avec l'altéplase, il n'y avait pas de surrisque hémorragique. Dans les données de vraie vie, on avait réalisé ce petit travail en Europe qui montre des taux d'hémorragie grave qui étaient un peu plus importants, 13,8%, et un taux d'hémorragie intracrânienne qui est proche de celui rapporté dans la littérature des méta-analyses. Ce qui ressort de l'utilisation de la thrombolyse, c'est que les cliniciens sont assez réticents à la prescrire, malgré une indication reconnue qui est l'embolie pulmonaire compliquée d'état de choc. Vous voyez, 18 à 30% des malades avec une embolie grave reçoivent finalement un thrombolytique. Et donc finalement, il y a une proportion significative des malades qui ne reçoivent pas le traitement qui serait approprié. Et sur ces données américaines, vous voyez que le taux d'utilisation de la thrombolyse diminue au cours du temps. Et donc, il y a beaucoup de malades qui relèvent de la thrombolyse qui ne reçoivent pas ce traitement, probablement parce que le clinicien ne veut pas faire prendre un risque hémorragique à son patient. Alors, une des voies de recherche est probablement d'utiliser des doses plus faibles de thrombolytiques. On a des petites études anciennes qui montrent qu'on a une efficacité comparable à la dose pleine, avec une réduction des complications hémorragiques. Ça fait l'objet d'une étude. En alternative à la thrombolyse médicamenteuse, on a l'embolectomie chirurgicale, qui est historiquement une méthode très efficace pour déboucher la circulation pulmonaire. Dans ces cohortes rétrospectives, vous voyez que quand même la mortalité périopératoire demeure très élevée, 19% dans les études les plus récentes, ce qui est important. Et c'est vraisemblablement lié au fait qu'on adresse aux chirurgiens des malades qui sont déjà pré-mortem. Et donc, c'est clair que la mortalité est probablement, la forte mortalité retrouvée est probablement liée à cela. Une étude plus récente américaine, chirurgicale, montre des taux de mortalité qui sont plus faibles. Vous voyez, 1% chez les malades qui n'avaient pas d'état de choc et qui étaient opérés, 11,6% chez les malades qui avaient un état de choc et qui étaient pris en charge chirurgicalement. Une autre indication de l'embolectomie chirurgicale, c'est un échec de la thrombolyse. Cet échec de la thrombolyse, il n'est pas si rare que ça. Il survient entre 5 et 10% des patients. Et clairement, il est plutôt recommandé d'adresser ces malades aux chirurgiens plutôt que de retenter une deuxième thrombolyse qui risque d'entraîner un risque hémorragique sans efficacité supplémentaire. Alors, quels sont les bénéfices potentiels à la désobstruction percutanée ? Eh bien, probablement que ça représente une alternative intéressante à la chirurgie, mais aussi possiblement à la thrombolyse médicamenteuse. Ça permet justement d'avoir une méthode beaucoup plus simple et non invasive, enfin invasive, mais moins invasive que la chirurgie. C'est probablement peut-être plus accessible, mais ça va nécessiter une courbe d'apprentissage. Et les questions sur la sécurité sont évidemment au cœur de l'utilisation de ces devices. Alors pourquoi il faut essayer de désobstruer la circulation pulmonaire? Je vous ai dit tout à l'heure que le ventricule droit était très sensible au phénomène d'obstruction vasculaire. Et donc en fait, vous voyez cette relation entre l'obstruction et les résistances, eh bien, elle est exponentielle à partir de 60% d'obstruction vasculaire pulmonaire. Si bien qu'au-delà de 60% d'obstruction vasculaire pulmonaire, une obstruction supplémentaire va entraîner une augmentation des résistances beaucoup plus importante. Et donc, à l'inverse, si on arrive à déboucher un tout petit peu la circulation pulmonaire, on va arriver à améliorer la fonction ventriculaire droite et donc l'hémodynamique des patients. Alors, dans les cathéters, on a deux familles de cathéters, des cathéters qui utilisent de la thrombolyse in situ, donc on met un cathéter et par le cathéter, on infuse des petites doses de thrombolyse. On peut le faire avec ou sans adjonction d'ultrasons, l'utilisation des ultrasons ayant pour but d'essayer de désorganiser la structure fibrillaire du caillot pour améliorer la pénétration du thrombolytique.
Alors ça, c'est plus théorique que réel, puisque dans cette étude qui comparait des cathéters, de la thrombolyse dirigée par cathéter avec ou sans ultrasons, n'a pas montré de différence qu'on utilise ou pas les ultrasons, donc probablement pas d'intérêt majeur à l'utilisation des ultrasons combinés à la thrombolyse in situ. Ensuite, on a des cathéters qui n'utilisent plus du tout de thrombolytique. Et donc, c'est des cathéters qui vont aspirer les caillots. Donc, c'est des cathéters forcément de plus gros calibre qui vont être insérés dans la circulation, dans les artères pulmonaires et qui, au contact du caillot, vont aspirer et extraire ces caillots. Et on a des images très impressionnantes d'extraction de caillots qui sont parfois très volumineux, avec des cathéters qui sont très divers et qui se multiplient. Alors la question qui se pose, c'est quelle est l'efficacité et la tolérance de ces cathéters dans la prise en charge de l'embolie pulmonaire. Alors on a beaucoup d'études qui sont publiées avec des résultats qu'il faut analyser de manière très critique. D'abord parce que vous voyez que le nombre de malades inclus est relativement faible. Deuxièmement parce que le nombre de malades avec des embolies graves inclus dans ces essais est très très faible, voire même inexistant dans la plupart des études. Ensuite, l'âge des patients est relativement faible, donc c'est des malades très sélectionnés et qui sont relativement peu graves et qui ont été inclus dans ces études. Enfin, vous voyez que très peu d'essais randomisés ont été publiés, c'est souvent des registres qui ont été à ce jour publiés. Ensuite, les critères de jugement sont essentiellement, mais majoritairement, des critères de réduction de taille du ventricule droit avant et après l'utilisation du cathéter. Donc ça, c'est bien, mais on a envie d'avoir des résultats sur l'efficacité clinique, sur des critères de jugement durs et pertinents pour le clinicien en termes de mortalité, en termes de récidive et surtout en termes de complications hémorragiques, que ce soit les hémorragies graves ou que ce soit les hémorragies intracrâniennes. Et là, eh bien, vous voyez qu'on a des résultats qui sont très diversement appréciés. D'abord, on a globalement des mortalités qui sont faibles, mais on a des malades qui étaient inclus, qui étaient relativement peu graves. Donc c'est normal d'avoir une mortalité faible. Ensuite, en termes d'hémorragie grave, eh bien, on a des résultats très discordants d'une étude à l'autre. On a de 0% jusqu'à 10% d'hémorragie grave. Et puis, en termes d'hémorragie intracrânienne, là, par contre, on semble avoir des taux d'hémorragie intracrânienne qui sont faibles, y compris dans les cathéters qui utilisent des médicaments thrombolytiques. Vous voyez, dans ces études, 4% d'hémorragie grave non intracrânienne, 0,7% d'hémorragie intracrânienne. Donc là, c'est peut-être lié au fait qu'on utilise des doses de thrombolytiques plus faibles. Ensuite, on a maintenant une étude qui a comparé de manière très propre, méthodologiquement, des cathéters qui utilisent la thrombolyse à le cathéter de thromboaspiration. Donc on a un gros essai qui a été récemment publié, 550 malades avec des embolies pulmonaires à risque intermédiaire. Donc 95% avaient le ventricule droit dilaté et une élévation de la troponine. Ils étaient randomisés pour recevoir l'aspiration par cathéter ou l'utilisation de cathéters avec la thrombolyse, principalement des cathéters avec les ultrasons. Et puis la méthode d'analyse du critère de jugement était une analyse hiérarchique, dite de win ratio, où on analysait hiérarchiquement plusieurs événements qui étaient analysés soit au moment de la sortie de l'hôpital, soit au plus tard à 7 jours après la procédure. Alors vous voyez que les malades qui étaient randomisés dans le bras aspiration avaient une durée de procédure qui était plus longue comparativement à celle qui utilisait le cathéter avec la thrombolyse. Vous voyez aussi que l'utilisation des cathéters de thromboaspiration sont associés à des pertes sanguines qui sont plus importantes que les cathéters de thrombolyse. En termes de résultats, l'étude est positive sur le critère principal de jugement avec une réduction de survenue des événements. Mais toutefois, il faut regarder un petit peu plus près les résultats parce que vous voyez qu'en termes de mortalité, de saignement intracrânien, de saignement majeur, il n'y a pas de différence entre les deux techniques. Et toute la différence se fait en termes de survenue d'une dégradation nécessitant un traitement de sauvetage, mais surtout
une réduction de la durée d'hospitalisation en unité de soins intensifs avec les cathéters de thromboaspiration comparativement aux cathéters utilisant la thrombolyse. Donc finalement, quand on n'utilise que les 4 premiers critères, eh bien, il n'y a pas de différence significative entre le cathéter de thromboaspiration et le cathéter de thrombolyse. Donc ce sont des résultats qui sont un petit peu mitigés, mais qui ont le mérite d'être publiés. Ensuite, on a des données d'utilisation en vraie vie sur des bases de données de santé rétrospectives nord-américaines, où aux États-Unis, ces techniques sont utilisées de manière très très large, sur l'utilisation de ces cathéters dans l'embolie pulmonaire. Et donc dans cette étude, quand on se focalise chez les malades qui ont une embolie grave, eh bien l'utilisation des cathéters, quels qu'ils soient, était associée à une réduction de la survenue de la mortalité intra-hospitalière, une réduction qui était significative, mais qui était aussi associée à une augmentation des complications hémorragiques, hémorragie intracrânienne, hémorragie post-procédure ou nécessité de transfusion. Donc là aussi, attention, et donc ça va nécessiter des études. Ensuite, il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres. La thrombolyse systémique, c'est facilement administrable, c'est facile à prescrire et c'est à un coût acceptable. A l'inverse, les cathéters, c'est disponible dans les centres spécialisés, ça nécessite une certaine expertise et un entraînement, et c'est surtout très cher. Et dans cette étude allemande qui a essayé de modéliser un petit peu l'impact de l'utilisation de ces cathéters dans la vraie vie, eh bien, ils ont utilisé 2 modèles. Un modèle basé sur l'utilisation de ces cathéters, entre guillemets, plutôt restrictive, et un autre modèle qui était une utilisation plus large de ces cathéters. Eh bien, vous voyez que l'utilisation de ces cathéters entraîne une augmentation des coûts de santé qui est considérable. 15 millions d'euros en Allemagne, jusqu'à 50 millions d'euros en plus. Donc, effectivement, il est nécessaire de réfléchir et surtout d'attendre les résultats d'essais thérapeutiques dédiés. Alors, que disent les recommandations? Et je pense que pour l'instant, il n'y a pas de données qui permettent de changer les choses. C'est la thrombolyse systémique est recommandée en première intention chez les malades avec une embolie grave ou une embolie à risque intermédiaire élevé qui se détériore sous anticoagulants, et que les cathéters, comme la chirurgie, sont des alternatives en cas de contre-indication à la thrombolyse ou si la thrombolyse a échoué. Et donc ça, c'est clairement ce qui est écrit dans ce papier de consensus, avec la nécessité d'essayer de définir ce que l'on appelle un échec de la thrombolyse. Cet échec de la thrombolyse, vous devez l'évaluer au maximum après 6 à 12 heures après l'administration, et c'est le malade qui reste en état de choc malgré l'administration du traitement thrombolytique. L'échec du traitement anticoagulant, eh bien là, c'est un petit peu plus difficile à définir. Ça se définit en gros dans les 48 premières heures. C'est soit le malade qui se dégrade, avec une aggravation des besoins en oxygène, les besoins, une chute de la pression artérielle, mais aussi probablement le malade qui reste tachycarde, qui reste un petit peu avec une pression artérielle limite. Probablement que dans cette situation-là, ce patient va nécessiter de faire un petit peu plus, et probablement que l'utilisation soit de la thrombolyse, soit des cathéters sera probablement intéressante si les études qui sont actuellement en cours permettent de confirmer ceci. Donc en conclusion, les embolies pulmonaires graves sont rares et sont associées à une forte mortalité. La majorité de ces malades peuvent être pris en charge relativement simplement avec des inotropes et la thrombolyse systémique. Les traitements par cathéter se justifient et se discutent en cas de contre-indication au traitement thrombolytique, c'est-à-dire en cas de présence d'un risque hémorragique qui est important. Il est nécessaire de faire des études supplémentaires correctement dédiées, basées sur des critères de jugement qui sont cliniques pour préciser la place de ces traitements. Et la discussion multidisciplinaire est également très importante dans ce contexte-là. Et 2 études sont actuellement en cours et d'autres vont démarrer, qui vont, petit 1, essayer de préciser la place de la thrombolyse à dose réduite, c'est l'essai PEITO 3 que je coordonne, et la place des cathéters de thrombolyse associés aux ultrasons, c'est l'essai iPEITO qui va bientôt se terminer. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, professeur Sanchez. J'ai une question.
Après la réanimation du patient, soit par thrombolyse, soit par cathéter, on doit quand même maintenir une prévention pour la récidive de ces maladies. Et avant, on faisait l'ombrella, le truc au niveau de la veine cave pour empêcher les rechutes. Je pense qu'il doit y avoir maintenant d'autres alternatives, en plus des anticoagulants classiques. Donc, l'indication, la place du filtre cave dans ce contexte-là doit être réservée exclusivement aux malades qui ont une contre-indication au traitement anticoagulant ou qui ont saigné après thrombolyse et qui empêchent l'utilisation des anticoagulants. En dehors de cette situation-là, la pose du filtre cave ne se justifie pas parce qu'on s'est aperçu que finalement l'intérêt du filtre cave était très minime en termes de prévention du risque de récidive en association aux anticoagulants et que laisser un filtre cave en place avait un impact négatif sur le risque de thrombose sous le filtre lorsqu'on laisse le filtre cave en place. Donc par conséquent, la pose du filtre cave, elle se justifie exclusivement si le malade a une contre-indication au traitement anticoagulant. Et les anticoagulants, on doit les prolonger après l'intervention. Donc après, le traitement anticoagulant, il est majeur après thrombolyse ou thromboaspiration ou chirurgie pour éviter justement les récidives. Et donc le plus souvent, on utilise d'abord de l'héparine non fractionnée qui est plus maniable que les traitements par héparine de bas poids moléculaire en veillant à ce qu'elle soit bien dosée. Donc il faut bien surveiller l'activité anti-DISA ou le TCA. Ensuite, une fois que la phase aiguë est passée, on peut passer aux héparines de bas poids moléculaire et puis ensuite aux anticoagulants oraux directs ou aux AVK. Mais ça, en général, ça se discute chez ces malades-là après 5 à 7 jours de traitement par héparine. Merci. C'est une question dans la salle. Il y a une question là-bas, oui, un micro pour ce monsieur. Olivier, j'avais une question moi, sur le poids de l'âge dans la décision thérapeutique. Parce que tu as montré une étude où l'âge était relativement bas, mais souvent ce sont des sujets âgés. Oui, effectivement. Et donc, il est clair que l'âge est un facteur de risque de complications hémorragiques chez les malades qu'on veut thromboliser. Mais néanmoins, ça n'est pas une contre-indication à la thrombolyse. Et donc un malade âgé, plus de 75 ans, qui a un état de choc, une embolie pulmonaire, eh ben, s'il n'y a pas de contre-indication formelle à la thrombolyse, on peut le thromboliser. Ensuite, l'âge, ça peut être aussi une contre-indication à faire une embolectomie chirurgicale, une sternotomie chez un sujet âgé comorbide, ça peut être un frein évident. Et donc effectivement, dans ces situations-là, l'alternative à la chirurgie, ça peut être justement les cathéters. Et donc ça, c'est potentiellement intéressant. Et sous réserve, encore une fois, d'une contre-indication au traitement thrombolytique. Donc je crois que la prise en charge interventionnelle et les cathéters permettent d'élargir la palette, mais en tout cas ne permettent de l'offre de traitement, mais en tout cas ne mettent pas l'utilisation de la thrombolyse intraveineuse au placard, loin de là. Professeur Bouchir, puis professeur Harari. Merci professeur Olivier pour votre intervention. Alors ma première question, est-ce que l'association d'une assistance véno-artérielle, ECMO véno-artérielle, ne permettrait pas de gagner un petit peu de temps avant d'instaurer une approche interventionnelle en cas d'échec de la thrombolyse? Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a une approche similaire interventionnelle dans les cas d'embolie organisée, les embolies chroniques? Est-ce qu'il n'y a pas une approche interventionnelle similaire? Oui. Merci. Donc, sur la première question, la place de l'assistance circulatoire, c'est une excellente indication. J'en ai volontairement pas parlé. Ça permet d'améliorer l'état circulatoire, d'améliorer la perfusion d'organes, etc. Ça nécessite un appareillage, des équipes entraînées. Mais c'est effectivement, et nous on le positionne effectivement dans notre centre comme une méthode qui permet de stabiliser le malade et qui permet de réfléchir au traitement. Et donc chez ces malades-là, effectivement, on commence par la mise en place de l'ECMO, donc chez les malades qui ont un état de choc réfractaire ou qui ont fait un arrêt cardiaque. Et puis ensuite on discute des différentes possibilités. Il est important de noter que le fait d'avoir une ECMO, ça ne contre-indique pas, le fait d'avoir été thrombolisé, pardon, ça ne contre-indique pas la pose d'une ECMO.
probablement qu'il y a un risque hémorragique qui est plus important, mais clairement, ça ne doit pas contre-indiquer la pose d'une ECMO. Si le malade, par exemple, ne s'est pas amélioré et continue d'être choqué après la thrombolyse, eh bien, on peut mettre une ECMO avec des méthodes maintenant qui sont percutanées. Les poses d'ECMO se sont relativement simplifiées et sont mieux tolérées. Ensuite, sur votre deuxième question, concernant la prise en charge, le risque, c'est on arrive à aspirer les caillots quand ils sont frais. Et ça, c'est relativement facile, parce que le caillot, il est un peu flottant dans l'artère pulmonaire. Tout autre est la situation où le malade a une hypertension pulmonaire post-embolique, où là, c'est plus du caillot, c'est du tissu qui s'est incorporé dans la paroi vasculaire. Et donc là, c'est totalement illusoire de vouloir, avec un tuyau, aspirer du matériel qui est inséré dans la paroi des vaisseaux. Et donc c'est la raison pour laquelle il est particulièrement crucial de bien analyser l'angioscanner pour voir s'il n'y a que de l'embolie aiguë, donc du caillot qui n'est pas marginé, ou de l'embolie chronique, parce que si vous avez affaire à une hypertension pulmonaire post-embolique proximale, bah c'est totalement illusoire d'adresser le malade au chirurgien pour qu'il fasse une embolectomie, parce qu'il ne va pas arriver à retirer le matériel, ou en tout cas très peu de matériel, et c'est la même chose si on veut essayer de thromboaspirer. Donc vraiment, l'analyse de l'imagerie est importante pour ne pas se lancer dans des procédures qui risquent d'échouer et qui risquent surtout d'aggraver le patient. Merci beaucoup. Une dernière question courte, une réponse courte. Oui, c'est justement dans le cadre de l'hypertension artérielle pulmonaire post-embolique chronique. Quel est le moment où est le bénéfice de faire l'endartériectomie? Est-ce qu'il y a un délai parce que si elle est déjà installée, ou est-ce qu'il n'y a pas de délai? Et puis, quelle est l'indication et le meilleur moment de le faire? Donc, réponse très courte, on se donne toujours au minimum 3 mois de traitement anticoagulant pour que tous les caillots les plus frais aient pu disparaître et qu'on puisse évaluer la situation à distance de l'introduction des anticoagulants. Et ensuite, effectivement, il faut faire un bilan complet, cathétérisme cardiaque, imagerie, donc angioscanner, angiographie pulmonaire et discussion médico-chirurgicale avec des équipes entraînées pour savoir si c'est accessible à la chirurgie, si c'est accessible à l'angioplastie, chez les malades qui ne peuvent pas être opérables. Et donc ça nécessite des discussions spécialisées, mais on se fixe au minimum toujours 3 mois d'anticoagulation curative avant de réévaluer la situation.